N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez notre contenu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. C'est parti. Bonsoir à tous. Nous allons commencer la séance de cours en ligne Medical Mind sur la prise en charge des luxations de hanches. Veuillez, s'il vous plaît, garder vos micros coupés si vous n'avez pas la parole. Vous notez vos questions. À la fin de la présentation, on va dire quelque chose dessus. Donc, voilà. Donc, notez les questions, gardez les micros coupés et soyez attentifs. Merci. Bonjour à tous, je suis le docteur Tchara Christian et je vais vous entretenir aujourd'hui sur les luxations de hanches. Ok. Alors, comme objectif, nous avons dit qu'à la fin de cette leçon, vous devez être capable de définir ce qu'est une luxation de hanche, savoir classifier les luxations traumatiques de hanche, diagnostiquer ce qu'est une luxation traumatique de hanche, citer les examens complémentaires nécessaires en cas de luxation traumatique de hanche, et prendre en charge en urgence une luxation traumatique de hanche. Alors, nous allons suivre le plan ci-après. La luxation traumatique de hanche est souvent consécutive à un traumatisme vraiment appuyé. Elle est différente de ce qu'on appelle les luxations congénitales de hanche qui, elles, se retrouvent la plupart du temps chez les nouveau-nés. L'importance de l'énergie nécessaire pour luxer une hanche explique la fréquence élevée des lésions associées, c'est-à-dire fracture du col, fracture de l'acétabulum ou encore celle de la tête fémorale. Si la conduite atténuée devant une luxation pure de hanche est unanime, celle devant les fractures et les luxations avec fracture associée reste encore très controversée et débattue. En guise de définition, nous pouvons dire qu'une luxation de hanche est l'articulation de hanche se définit comme une perte de contact permanente et totale de la tête humérale dans la cavité acétabulaire, entraînant une modification anatomique permanente de leur rapport. Comme intérêt, nous pouvons dire que cette notion est une urgence chirurgicale absolue. Le diagnostic clinique est surtout clinique, mais la radiographie standard est une condition sine qua non quand on sait qu'elle a des attributs médico-légaux. Traiter normalement ou bien traiter dans les délais, elle apporte des résultats favorables. Mais traiter après les délais nécessaires, elle entraîne des séquelles irréversibles. Et le suivi après la réduction à 10-20 ans est toujours primordial, qu'on a des gros risques d'arthrose. Alors, nous allons faire quelques rappels anatomo sur les luxations traumatiques de hanche. L'articulation coxo-fémorale est une nénatrose, c'est-à-dire elle résulte de l'articulation de la tête du fémur dans la cavité acétabulaire. Une nénatrose, c'est une articulation à une mobilité à trois plans dans laquelle une cavité concave, une cavité convexe s'introduit dans une cavité concave avec une mobilité en trois plans. La cavité acétabulaire, elle est agrandie, cette articulation est agrandie par un fibrocartilage annulaire qu'on appelle le labrum, que vous ne pouvez pas très bien voir ici. Et cet agrandissement fait en sorte que la tête humérale représente à peu près trois quarts cette articulation, cette cavité acétabulaire représente environ 3 quarts de cercle, ce qui fait que l'articulation coxo-fémorale est une articulation très, très congruente. Le complexe tête-acétabulum est très stable et cette stabilité est renforcée par des moyens d'union très puissants. Notamment en avant, nous avons le ligament ilio-fémoral qui est un ligament triangulaire très épais
encore appelé le ligament de Bertin, qui est un examen très puissant de l'articulation coxo-fémorale et qui permet de garder sa stabilité. Nous avons le ligament pubofémoral, toujours en antérieur, qui double la capsule en bas et en avant. Et ensuite, nous avons le ligament ischio-fémoral en arrière. Qui concerne la vascularisation de la tête fémorale, elle vient principalement des artères circonflexes, en l'occurrence la circonflexe médiale, anciennement appelée circonflexe postérieure, qui est une branche de la tête fémorale profonde, qui à elle seule est responsable environ de 90% de la vascularisation de la tête fémorale. Donc vous comprenez donc l'importance d'une luxation, car l'importance pronostique, parce que lorsque vous luxez la hanche, c'est cette artère qui est principalement utilisée et qui peut entraîner une nécrose à ce type de la tête fémorale fœtale. En dehors de celle de la circonflexe médiale, nous avons la circonflexe latérale, anciennement appelée circonflexe antérieure, qui est responsable d'environ 10%, de 10 à 8% de la vascularisation de la tête fémorale, et l'artère du ligament rond, qui a vraiment une vascularisation mineure. Un petit mot sur la biomécanique de la hanche. Nous pouvons dire que grâce à la balance de Powell, il a été démontré que l'articulation coxo-fémorale est destinée à subir des contraintes importantes en dehors de pression qui peuvent largement dépasser le poids du corps et subir des sollicitations et des contraintes importantes en charge, vont aller jusqu'à 4 fois le poids du corps. Alors, nous allons parler maintenant du deuxième plan des mécanismes de luxation et de classification. En raison de la violence du traumatisme, ce sont les accidents de la voie publique qui sont les plus pourvoyeuses de cette luxation. C'est la position de la hanche au moment de l'accident qui détermine l'essence du déplacement du fémur par rapport à l'acétabulum. Ainsi, nous avons comme représenté l'accident typique du tableau de bord, lorsque le point d'impact se situe sur la face antérieure du genou, fléché à 90 degrés, alors que la hanche est en flexion, abduction, rotation médiale. Donc, c'est le tableau typique de luxation postérieure, luxation iliaque de hanche. Nous avons également des mécanismes en choc indirect sur la face médiale du genou qui vont entraîner des luxations plutôt antérieures de la hanche, c'est-à-dire un choc qui se situe sur la face interne du genou fléchi à 90 degrés et la hanche 90 degrés en abduction, rotation latérale. Alors, ce tableau, c'est pour illustrer les principaux types de luxation en fonction du site concerné. Nous avons les luxations iliaques qui sont les luxations postérieures et supérieures de la hanche, et les luxations ischiatiques qui, elles, sont des luxations postérieures mais inférieures. Les luxations pubiennes qui, elles, sont des luxations supérieures et antérieures, et les luxations obturatrices, elles sont des luxations inférieures et antérieures. Et en fonction de chaque type de luxation, il y a une présentation clinique particulière. Nous voyons que les luxations iliaques, par exemple, le patient sera toujours avec un raccourcissement, une rotation interne, tandis que les luxations pubiennes, on aura une abduction et une rotation externe. Ceci illustre toujours ces principaux types de luxation. C'est que les luxations iliaques, c'est-à-dire postérieures en général, représentent presque 75% des types de luxation, parmi lesquels les luxations iliaques 50%, les luxations ischiatiques 25%. Alors, en troisième point, nous allons faire une étude clinique du type de luxation de hanche. Et comme type de description, nous allons adopter les luxations postérieures de hanche iliaque pure. L'interrogatoire qui est capital, à ce niveau, précisera l'état civil du blessé. Autour aussi le motif de consultation, qui est une impotence fonctionnelle dans la plupart des cas consécutive à un accident de la voie publique. Celui-ci précise les circonstances survenues, l'heure du traumatisme, ainsi que le point d'impact. S'il est sur le genou, ça vous oriente déjà vers une possible type de luxation. L'heure du dernier repas est essentielle, quand on sait qu'on peut arriver à faire des luxations sanglantes, et les antécédents du patient sont également à répertorier. Il faut faire un examen physique général et total du patient. Celui-ci il est fait après que le patient ait été dévêtu
le membre se retrouve en inspection, on peut avoir une attitude vicieuse, autant que moi, caractéristique en extension, abduction, rotation médiale et raccourcissement du membre. Parfois, on a des échymoses au niveau du point d'impact. L'examen de la hanche doit être intégré dans le cadre d'un examen complet, bilatéral. Les lésions vasculaires doivent être éliminées, ainsi que l'exploration nerveuse, motrice et sensitive, qui reste indispensable, et médico-légale surtout. Donc, n'oubliez jamais, devant une luxation de hanche, d'examiner totalement la hanche, l'évaluation nerveuse et l'évaluation sensitive. Comme examen paraclinique, dans le cadre de l'urgence, ces examens sont vraiment limités, il faut le savoir. Mais une radiographie du bassin strict et un profil de hanche, idéalement sans relation, et en plus, elles ont cet aspect médico-légal. Il faut toujours faire des radiographies du bassin ou de hanche avant toute réduction. Quand on sait que lors des manœuvres de réduction, il existe un risque, même si minime, de fracturer le col chirurgical ou bien un éperon de l'épiphyse fémorale. Donc, si vous ne faites pas des radiographies avant la réduction, vous êtes susceptible d'être poursuivi si jamais il y avait une fracture du col chirurgical associé. Donc, c'est cet aspect. Alors, là, cette radiographie, nous pouvons bien voir qu'il y a une luxation iliaque, c'est-à-dire postéro-supérieure. On voit la tête fémorale qui n'est plus dans la cavité acétabulaire et qui s'est déplacée en supérieur et en postérieur. Alors, en ce qui concerne les autres examens, le scanner de la hanche, il permet surtout de faire un bilan précis des lésions ostéochondrales, infraradiologiques qui ne peuvent être vues à la radiographie standard, et surtout de planifier un éventuel geste chirurgical si jamais celui-ci s'impose. Mais elle ne doit pas retarder, jamais elle ne doit retarder la prise en charge quand on sait qu'une luxation est une urgence dès 6 heures. Il est à noter que les lésions chondrales et ostéochondrales sont largement méconnues par la radiographie standard, alors qu'elles jouent probablement un rôle important dans le développement d'une arthrose ultérieure, d'où l'intérêt de réaliser les tomographies. Cet examen peut être réalisé de manière différée mais systématique si la réduction semble parfaite. En ce qui concerne l'évolution de ce type de lésion, mal traitées, les luxations de hanche vont évoluer inéluctablement vers une atteinte articulaire dont la rapidité de la destruction dépendra des lésions initiales. C'est-à-dire, si vous avez une luxation avec, par exemple, fracture d'un éperon de la tête fémorale, le risque d'arthrose se multiplie encore plus. Nous voyons là une typique ostéonécrose aseptique de la tête fémorale, traduite par cette ostéocondensation de la tête, une perte de la sphérécité de celle-ci. Elle est la conséquence d'une luxation négligée qui a compromis la vascularisation de la tête fémorale, notamment celle de la tête postérieure. Celle-ci a été donc vouée à une nécrose qui, à la longue, nécessitera probablement une articulation de hanche. Là, nous avons toujours cette ostéonécrose vue en profil. Alors, la deuxième évolution, ce sont les coxarthroses secondaires. C'est le risque majeur à long terme de luxation coxo-fémorale. Son incidence est difficile vraiment à évaluer du fait du manque de recul et de faible taille des séries dans la littérature. Sa survenue est intimement liée à l'apparition de la nécrose aseptique de la tête fémorale. 34% des arthroses en cas de réduction avant 24 heures et 71% en cas de réduction après 24 heures. Donc, d'où la nécessité de réduire rapidement la luxation de hanche. D'une manière générale, les résultats se dégradent nettement avec le temps, allant jusqu'à 90% d'arthrose. Le patient doit également être informé, ça toujours avec médico-légal, du risque d'arthrose, même si celles-ci sont lointaines. Nous allons parler de quelques formes cliniques maintenant. Nous avons les formes selon la variété de la luxation. Comme nous l'avons dit, nous avons plusieurs variétés selon la localisation
bien la direction de la luxation. Nous avons la luxation sciatique. C'est une luxation qui est postérieure également et qui apparaît dans 25% des cas. Outre les mêmes circonstances de survenue que celle de la luxation iliaque, on a une attitude visseuse qui est quasi identique. Une adduction, rotation médiale, mais dans ce cas, au lieu d'une extension, nous avons une flexion du membre. C'est le cas typique d'une luxation sciatique, la tête qui va postérieurement mais inférieurement, qui sort de la cavité acétabulaire. Nous avons également les luxations obturatrices. Les luxations obturatrices, il s'agit d'une luxation qui, elle, est antérieure et pas postérieure. Antérieure et inférieure, le membre se retrouve en abduction, rotation latérale et en flexion. Une sorte de mémotechnique, vous pouvez retenir que toutes les luxations qui sont inférieures auront une attitude en flexion, tandis que toutes celles qui sont supérieures auront une attitude en extension. Toutes celles qui sont postérieures ont une attitude en rotation médiale, tandis que toutes celles qui sont antérieures ont une attitude en rotation latérale. C'est une manière spécifique de les luxations qui sont antérieures et supérieures. Le contraire des obturatrices, le membre ici en abduction, rotation latérale, mais cette fois il y a une extension comme nous l'avons dit. C'est la moins fréquente des luxations de hanche. Nous avons les formes selon les lésions associées. Sont retrouvées dans 63% des cas après une étude tomodensitométrique. Il s'agit d'une encouche dans la région de la luxation de la hanche. Elle est souvent inférieure à 5 mm et peu visible sur les radiographies standards. Cette encouche est antérieure dans les luxations postérieures et elle est postérieure dans les luxations antérieures. Ces lésions peuvent intéresser tous les segments des lésions osseuses, bien évidemment, pour utiliser tous les segments de membre. Il est donc indispensable d'examiner votre patient du pied, la cheville, en passant par la jambe, le genou, de la cuisse jusqu'à la hanche. Il est impératif de réaliser un bilan systématique de radiographie du genou, face et profil, si cela est nécessaire. Et on retrouve dans 26% des cas de lésions osseuses au niveau du genou. Une place particulière est à donner aux lésions de l'acétabule, donc encore du cotyle, que l'on rencontre dans 20% des luxations de hanche, surtout postérieures, et aux fractures de la tête fémorale qui représentent 13% des cas. Ici, nous avons une luxation de hanche associée à une fracture de la paroi postérieure du cotyle. Nous pouvons constater ici la rupture de la paroi postérieure du cotyle lors de la luxation postérieure du hanche. Également ici, nous avons cette fracture de la tête fémorale associée à un fragment interposé dans l'articulation supérieure de la tête fémorale après réduction. Un petit mot à donner sur la classification de Pitkin. Pitkin a établi une classification en 4 stades qui fait soit référence, mais elle est limitée seule aux luxations postérieures qui ne s'intéressent qu'aux fractures séparation de la tête fémorale. Donc, Pitkin, il a classé les fractures de la tête fémorale dans les luxations postérieures. Donc, elle est différenciée en 4 types. Le type 1, c'est la fracture parcellaire, partie de la tête fémorale. Le type 2, c'est la fracture qui intéresse la fovea et qui va jusqu'au bord inférieur de la tête, du col fémoral. Le type 3, c'est un type 1 ou un type 2 associé souvent à une complication iatrogène lors des mouvements de réduction, notamment des fractures du col du fémur. Et le type 4, c'est un type 1 ou un type 2 associé à une fracture du rebord postérieur du côtier. Un mot à donner aussi sur les luxations postérieures sur hypothèse totale de hanche. Vous savez, de plus en plus dans notre contexte, nous avons des arthroplasties totales de hanche qui sont réalisées. Donc, il ne faut pas méconnaître que ces arthroplasties ou bien cette prothèse peuvent elles-mêmes luxer. Ce sont des formes particulières de luxation qui, cliniquement, gardent les mêmes caractéristiques que luxation sur hanche normale. Un mot à donner également sur la lésion des bâtiments. Elles sont constantes du fait de la grande violence, comme nous l'avons dit, du traumatisme. Ce sont les lésions capsulaires qui peuvent être des déchirures, des désinsertions,
Et celles-ci peuvent entraîner l'irréductibilité de la fracture par incarcération au niveau de la cétacule. Nous avons également des lésions musculaires qui sont responsables de la constitution d'hématomes et exposent au risque d'ostéome et heureusement qui ne donnent que rarement une limitation importante des amplitudes articulaires. Nous avons également comme lésions artérielles. Elles peuvent être à type de déchirure, de compression ou encore de thrombose. Lorsque celles-ci interrogent les lésions, les vaisseaux si complexes qui assurent la vascularisation de la tête fémorale, elles exposent, comme nous l'avons dit, au risque d'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Ce qui explique l'urgence que nous avons à réduire les fixations de hanches et à limiter au maximum l'ischémie osseuse pour ainsi préserver la vitalité céphalique. Les lésions nerveuses, elles ne sont pas exceptionnelles. Enfin, elles sont exceptionnelles autant pour moi et constituent aussi un argument pour réduire en urgence la luxation. Les atteintes du nerf grand sciatique sont les plus récurrentes. Nous allons arriver sur le traitement des luxations traumatiques de hanche. Le but de ce traitement est de soulager votre blessé, de réduire la luxation, bien évidemment dans les délais, surtout de prévenir les complications. Comme moyens, nous avons les moyens médicaux. Ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antalgiques de palliative pour soulager votre malade. L'injection de Valium peut être pratique de Valium intraveineuse, qui peut être faite même avant le bilan radiologique pour accompagner votre examen clinique. C'est l'injection des héparines du vapeur moléculaire car l'immobilisation après la réduction sera longue pour éviter la prévention de la maladie thromboembolique. Un mot sur la réduction proprement dite de la luxation. Les conditions idéales pour celle-ci, soit qu'elle soit faite avant les 6 heures, qu'elle soit faite sous anesthésie générale chez un patient hémodynamiquement stable. Les manœuvres de réduction sont douces et uniques. La réduction ne doit pas aggraver les lésions associées. Donc, plusieurs manœuvres ont été décrites, dont celle d'Alice. Mais la manœuvre que nous utilisons le plus, qui est reconnue dans presque toutes les sociétés, est celle de la manœuvre de Bowler. La manœuvre de Bowler, comment elle se passe? Elle est réalisée chez un patient en décubitus dorsal sur un plan dur avec un contre-appui iliaque antéro-supérieur. Ce contre-appui peut être fait par un aide, idéalement par un aide qui plaque les deux épines iliaques antéro-supérieurs contre le plan dur. Le principal opérant exerce alors une traction dans l'axe du fémur, la hanche et le genou étant fléchis à 90 degrés. Si la réduction est effective, on entend un claquement audible, synonyme de réduction de la luxation postérieure. La manœuvre d'Alice, elle est moins réalisée. Elle se fait par une traction dans l'axe de déformation pendant que la hanche est fléchie à 90 degrés. On fait des petits mouvements de rotation interne, externe sont réalisés et en cas de luxation obturatrice, il faut tracter la hanche dans l'axe puis donner des mouvements de flexion, rotation et abduction. Les suites post-réductionnelles. Lors de la réduction, un ressaut net, comme nous l'avons dit, un claquement est perçu. Ce sont les deux témoins d'une bonne réduction. La mobilité, la longueur des membres inférieurs et la stabilité de la hanche sont testés. La réalisation d'une radiographie du bassin de face et de qualité est irréprochable et indispensable. Elle est médico-légale. Donc, vous devez toujours réaliser des radios avant et après la réduction. Elle permet de s'assurer de la parfaite congruence déjà de l'articulation coxo-fémorale, de rechercher des lésions osseuses associées qui seraient passées inaperçues sur les clichés précédents sur hanche luxée. Les traitements complémentaires spécifiques en l'absence de lésions osseuses associées nécessitant un traitement chirurgical ou bien un traitement complémentaire particulier. Le patient sera mis sous traction, idéalement une traction transosseuse et rééducation active douce sous couvert de la traction.
La durée de la traction est de l'ordre de 3 semaines. Cette durée est variable selon les équipes. Certains font moins, certains font plus. Ceci vise à passer le cap douloureux aigu et diminuer les pressions intra-articulaires et diminuer ainsi le risque de nécrose de la tête fémorale. Parce qu'après réduction, nous avons des grosses pressions dues à l'hématome, dues à la tension qui pourrait comprimer également les veines circonflexes, la tête circonflexe médiale et toujours occasionner des nécroses aseptiques, d'où cette traction. On réalise également des tomodensitométries ou bien des scanners de l'articulation en différé après plusieurs semaines pour la détection des lésions chondrales et ostéochondrales, des fractures de l'acétabulum ou bien des corps étrangers ou des incarcérations passées inaperçues. Le délai de décharge complète classiquement préconisé est de 2 mois et l'appui est proscrit pendant au moins 3 mois. Alors, nous pouvons également, après les moyens orthopédiques, citer d'autres moyens comme la réduction sanglante, ou bien l'ablation chirurgicale des fragments osseux incarcérés par arthroscopie. Comme ici, nous voyons un fragment osseux incarcéré qui pourrait être préjudice, source de luxation récidivante ou bien d'arthrose. Un mot à donner également sur des moyens de stabilité de la hanche. Ça peut être fait par vissage gérique, soit par 1 ou 2 vis, ce qui permet de stabiliser la hanche dans l'articulation. Ça, c'est toujours une technique de vissage. Un vissage par double rappel permet de stabiliser l'articulation. Pareil. Alors, ce qui concerne la rééducation fonctionnelle et la réadaptation, elle sera toujours réalisée sur les patients présentant des luxations chromatiques de hanche. Elle sera débutée même lorsque le patient sera sous traction et poursuivie au-delà de l'ablation de la traction. Elle entretiendra la musculature du membre parce que lorsque vous traitez quelqu'un pendant 3 à 6 semaines, si le laissez comme ça, il y aura une amétrophie musculaire et une raideur articulaire qui pourrait être délétère pour lui par la suite. Alors, quelques indications. Pour les luxations pures de hanche, celles-ci doivent être réduites dans les délais et en cas de fracture associée ou bien en cas de lésion associée, celles-ci peuvent être réalisées selon les équipes chirurgicales par une réduction sanglante. Et ainsi, ceci dépend du plateau technique dont dispose votre hôpital. La surveillance, elle est immédiate. Vous surveillez en immédiat la stabilité de la luxation, les complications des décubitus et les infections sous traction. Et à long terme, jusqu'à 2 ans, vous allez surveiller une coxathro secondaire et l'apparition d'une nécrose aseptique de la tête fémorale. Alors, nous arrivons ainsi à la fin de ce cours. Nous pouvons conclure en disant que les luxations traumatiques de hanche sont des lésions. Ce sont des lésions graves qui donnent de bons résultats précoces lorsque la réduction est réalisée dans un délai de 6 heures. Néanmoins, ces bons résultats diminuent très nettement si la réduction va au-delà, en particulier en cas de fracture de la tête associée. Le patient doit être scrupuleusement suivi à long terme et être prévenu des risques encourus. Et même fort de toutes ces précautions, il convient d'être le plus conservateur possible là pour synthétiser les fractures associées à une luxation de la tête fémorale. Le taux de résultat est mauvais et passable, qui reste très important, et l'évolution arthrosique à long terme semble malheureusement être probable et inéluctable à des fractures associées à une luxation. Sur ceci, je vous remercie de votre aimable attention. Merci docteur pour cette très bonne présentation.